concocté par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. C'est intriguant, plus on voit sous nos yeux ébahis les tenants de la réaction dérivée sur la longue route du on ne peut plus rien dire, plus ils se permettent des sorties et des propos de plus en plus ouvertement racistes, sexistes, homophobes et j'en passe. Comme si se craquelait peu à peu le vague vernis de correction qu'ils et elles avaient étalé sur leurs idées réelles et qu'enfin se faisait jour la vérité, celle qui veut que ces gens-là entendent dans liberté d'expression, liberté d'exprimer ses préjugés, liberté d'utiliser des mots qui pourtant sont chargés de tout un imaginaire et un passé raciste, colonial, violent, dégradant, liberté de hurler à la censure lorsqu'on se décide à changer le titre d'un livre que même son autrice avait renié, liberté surtout de continuer à imposer à toutes celles et ceux qui n'ont que rarement la parole, leur vieille rengaine et leur combat d'arrière-garde. Pourquoi tant de haine? C'est une des questions qu'on va se poser dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et je ne suis pas seul aux commandes de cet épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un crossover, d'une rencontre avec mes camarades de Kif Taras, autre podcast évidemment de Binge Audio que vous connaissez bien sûr, Grasly, Rocailledello. Elles sont ici avec moi, salut à toutes les deux. Salut Thomas. C'est en chœur en plus, c'est magnifique. C'est comme ça Kif Taras. C'est comme ça, Kif Taras, tout en cœur. Pour commencer, j'aurais bien aimé qu'on remonte le fil de la polémique avant la polémique, parce qu'en fait, la sortie de Sarkozy dont on a tant parlé, elle démarre en réalité avec la décision de l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie de renommer et de remanier la traduction d'un de ses romans, qui désormais s'appelle en français « Ils étaient d'histoire ». Rocaillette avait notamment écrit un long papier sur Slate qui revenait sur toute cette histoire. Je ne sais pas si on peut expliquer un peu quel est le contexte et pourquoi c'était important que ça intervienne enfin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le titre a été publié sous la plume d'Agatha Christie en 1938, sous ce nom-là, en langue anglaise, mais que dès sa parution sur le marché américain en 1940, Agatha Christie a accepté que le titre soit renommé en l'expurgeant en fait de ce terme raciste. Du coup, de son vivant, Agatha Christie a accepté ça dans différentes versions internationales, à savoir en italien, en allemand. Le titre est paru sans que jamais ce mot n'apparaisse. Et même, en fait, René Clair, qui est un réalisateur français qui travaille pour les studios hollywoodiens, a fait une adaptation de ce film assez tôt, en fait, et l'a adapté sous le titre « 10 petits Indiens ». Et même, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la France était un des très très rares pays au monde qui résistait en nommant ce roman « 10 petits nègres ». Mais en réalité, même au théâtre en France, il y a une pièce qui est sortie en 2003 qui s'appelait « Devinez qui ». Et c'est une pièce qui a eu énormément de succès, qui a été nommée aux Molières. Donc à l'époque, il n'y avait absolument pas eu de polémique sur le fait que le nom allait changer. Donc c'est étonnant de voir que malgré l'acceptation d'Agatha Christie, malgré le fait que différentes productions faites par des Français aient adopté un autre nom, eh bien aujourd'hui en France, on a vu des gens s'accrocher comme si leur vie en dépendait à ce terme. D'autant que ça vient directement, c'est pas une décision d'un éditeur qui tomberait, ça vient directement de la famille des ayants droit d'Agatha Christie qui porte et affirme complètement que c'est une vraie décision et que c'était important de le faire et que la France est effectivement le dernier pays, un des derniers pays à se maintenir là-dessus. Et est-ce que c'est parce qu'on a aussi une forme d'impensé autour de ce mot en français? Toi, tu remontes un peu l'histoire de ce mot qu'on connaît en fait assez mal, même si on l'a tous déjà entendu. Alors oui, c'est un mot qui est né pour désigner des populations minoritaire, minoré. C'est-à-dire que ce terme-là, c'est un terme qui est d'essence esclavagiste et coloniale. Et dans la langue française, depuis très très longtemps, ça a toujours été un mot qui visait à inférioriser les populations noires et en fait à associer leur statut à celui de l'esclavage. Et donc à un statut inférieur par rapport aux populations blanches. Donc c'est pas comme dans d'autres langues latines où c'est synonyme de noir. En français, ce terme-là est vraiment un terme offensant et raciste. Et effectivement, on a entendu beaucoup de gens invoquer des poètes comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, qui sont les créateurs du courant littéraire de la négritude, même si des femmes les ont précédés, je pense aux sœurs Nardal notamment. Mais eux, en fait, ils ont procédé à ce qu'on appelle le retournement du stigmate en
adoptant un terme injurieux pour l'expurger, en fait, de son caractère raciste et en faire quelque chose qui est un objet de fierté. Mais ça, c'est un processus que seules les minorités sont autorisées à faire. Et l'impression que m'a donné tout ce débat où des gens vraiment avaient des mots en disant que c'était scandaleux que ce terme soit changé, alors même que l'homme qui en a pris la décision est l'héritier d'Agatha Christie, son arrière-petit-fils, ça montre pour moi une forme de conservatisme. Et c'est pas un conservatisme qui est lié à une attention littéraire particulière, parce qu'en réalité, la comptine dont est issu le titre, c'est pas une comptine qui a été écrite par Agatha Christie, c'est une comptine du temps des colonies, qu'elle a intégrée à son roman. Mais le fait qu'on en change le titre ne change absolument rien à l'intrigue. Et au contraire, le titre qui a été choisi en anglais, qui est And Then There Were None, et donc à la fin, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus. C'est un titre qui est tiré du roman, c'est la dernière phrase. Donc c'est beaucoup plus adapté, je trouve, même pour un roman policier. Donc même sur le plan littéraire, il n'y a pas vraiment de justification. Est-ce que je peux citer le texte de Rokhaya que tu as écrit dans Slate, que j'ai trouvé très bien. Et tu dis, c'est un article du 1er septembre 2020, « Dès lors que l'on connaît le caractère raciste d'un mot, si l'on sait qu'il blesse et humilie une partie de la population, pour quelles raisons rationnelles s'obstiner à l'employer ? Quelle privation ressentent les personnes qui s'accrochent à ce mot au point de déployer une argumentation si prolixe pour en défendre l'usage ?» Donc je pense que là, en 2 phrases, tu as résumé l'absurdité de cette situation où on parle quand même de la langue française dont on défend la richesse, où on dit que c'est magnifique cette langue, etc. Et là, on est en train de s'accrocher à un mot historiquement très chargé, très offensant, porteur d'humiliation, etc. Et on veut pas lâcher. On veut pas trouver de synonyme, on veut, enfin, même pas de synonyme d'actualiser en fait à ce qu'est notre société aujourd'hui en France. Mais du coup, on peut répondre, parce que c'est vrai que moi, ce qui me fascine, c'est l'énergie que déploient ces gens pour dire que c'est extrêmement important que ce roman porte ce titre. Et je pense que ce que ça leur enlève, c'est un statut. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a des gens qui n'existent que dans la domination. Et pour eux, le fait, d'une certaine manière, de garder des codes qui appartiennent à un monde ancien et de les rendre complètement intangibles, c'est une manière pour eux de se situer dans un ordonnancement qui est négatif pour certaines personnes, mais donc pour lesquelles ils n'ont pas beaucoup de considération. Et je trouve que c'est intéressant de ne pas entendre, comme tu l'as répété dans mes textes, le fait que ce soit hyper blessant. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi important pour eux d'offenser des gens au nom de la langue française. Et surtout, dans la phrase que citait Grace, on en arrive à moi, ce qui est une de mes interrogations personnelles, c'est quelle privation ils y trouvent, c'est-à-dire de quoi ça les prive. Et ça, moi, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Alors effectivement, c'est peut-être une histoire de domination, comme tu disais, mais je sais pas s'il y en a d'autres, des réponses, des raisons à tout ça. Ça veut dire que, en fait, je pense que ça les oblige à se penser, à se situer sur le plan racial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur dit, quand tu dis tel terme, tu te situes comme personne blanche et tu offenses des gens qui ne sont pas blancs, ils sont obligés de se positionner et de se rendre compte que leur statut ne leur autorise pas tout et de tenir compte des autres. Je pense que quand on appartient à un groupe qui est extrêmement privilégié et qu'on n'a jamais vraiment eu à tenir compte des autres pour avancer dans la vie, c'est très dur, en fait, passé un certain âge, de reconnaître que on ne peut pas faire certaines choses sans qu'il y ait une réponse et une conséquence sociale. Je pense que voilà, la privation dont on parle, c'est la privation, comme tu dis, d'un privilège, celui d'être dans une liberté absolue, de pouvoir, soi-disant, tout dire. Parce que, comme tu dis, on vit dans une société, donc tout est relatif. C'est avec la liberté de tout un chacun relative par rapport à... Enfin, c'est la loi qui dit ça, hein, c'est pas... C'est même la déclaration des droits de l'homme. Donc, tout est relatif, il faut prendre en compte l'autre, les autres. Et moi, je suis pas noire, donc du coup, je comprends pas du tout... Je ne comprends pas du tout. Moi, on me dit, les personnes m'expliquent, écoute, ça c'est chargé d'histoire. Pour nous, c'est important de faire évoluer la langue française pour qu'elle puisse inclure nos combats et notre identité. Je ne vois pas où est le problème moi, j'ai aucun droit inaliénable de dire ce mot. Je veux dire, je vois pas en fait en quoi ça peut traverser l'esprit des gens. Et du coup, ça me rappelle aussi le combat d'autres personnes qui sont minorées et qui ont subi donc à la fois une domination donc politique, colonisation, et du coup cette domination, elle s'inscrit dans le langage. Et donc, il y a des mots qui décrivent les personnes minorées non noires, comme moi je pense pour les Asiatiques à ching chong, qui a été en anglais c'est chink et gook. Donc ces 2 mots, ching c'est un mot on pense qui descend de la dynastie des Qing, donc une grande dynastie chinoise. Et gook, il paraît que ça
ça vient de la guerre de Corée, où en coréen, on dit migouk pour les États-Unis, ça se dit migouk. Et donc, en fait, ce serait le mot que les soldats ont retenu, que les autres disaient d'eux. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. C'est un mélange en plus de deux pays qui n'ont rien à voir. Et donc, il y a eu un travail là-dessus. Mais je pense aussi, peut-être en français, à bico, ce mot offensant, dont on dit encore que c'est convenable. On l'a vu encore pendant le confinement. Voilà, ces policiers, ces détenteurs de l'autorité publique qui ont dit, je ne sais plus la phrase exactement, que c'est par rapport à la nage. C'est ils ne savent pas nager. En fait. Quand un homme c'était à l'île Saint-Denis, il était... voilà, et en fait, en gros, ils l'ont qualifié comme ça pour dire, ouais, ça ne sait pas nager, ce genre de personne, entre guillemets. C'est pas nager, Pico, comme ça, nage pas. C'est cool. T'aurais dû accrocher un boulet au pied. Et ça, c'est dans toutes les luttes. C'est-à-dire que dans le sexisme, il y a des mots qu'on se réapproprie. Dans l'homophobie aussi, il y a d'ailleurs, il y a un très bon épisode de Camille sur le thème. Voilà. C'était le premier épisode, il me semble, de Camille, effectivement. Et donc voilà. Notre podcast de Binge Audio. Et le langage reste un domaine où la résistance, le frein au progrès social est fort, comme d'autres espaces qui sont soi-disant publics et dont on essaye ensemble de redéfinir ce que c'est que le public. Moi, une question que je me pose, et tu as commencé à ouvrir un peu ce thème-là, Grâce, c'est comment est-ce en tant qu'allié, en tant que non concerné, typiquement moi qui suis un garçon blanc, on peut soutenir et apporter son soutien dans ce genre de combat, ce genre de lutte, à part en n'employant pas tout simplement ce terme. Je pense que de se penser politiquement et l'énoncer comme tu viens de le faire, c'est déjà important. C'est-à-dire, quand on parle, se dire d'où l'on parle. Et moi, quand j'entends des gens dire « on ne peut plus rien dire », qui est ce « on » ? C'est-à-dire, qui a eu tous les droits depuis tous les temps, depuis un certain nombre d'années dans l'histoire. 2 siècles même. Voilà, c'est ça. Depuis des temps quasi immémoriaux dans l'histoire. Donc, c'est-à-dire que ne pas se poser dans une espèce de masse indéfinie, mais se situer politiquement et penser, en fait, aux conséquences de nos actes, de nos propos par rapport à d'autres populations qui sont moins avantagées et moins favorisées. Je crois que ça, déjà, c'est important. Parce que je constate quand même que la résistance, elle était extrêmement forte de la part de personnes qui étaient des intellectuels, bourgeois, blancs, qui, je pense, dans leur vie quotidienne, n'étaient jamais confrontés à des personnes qui pouvaient leur répondre avec un statut équivalent. Donc, je pense que tout ça, c'est déjà une question. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre chose dont j'apprécierais l'existence si j'étais dans une conversation où on me dirait la liberté d'expression, elle est en danger. J'aimerais qu'on resitue le débat. C'est-à-dire que c'est pas un problème de liberté d'expression. Là, on a quand même un ancien président de la République française qui a été invité dans une émission plutôt regardée par beaucoup de personnes en France, qui s'est exprimé. Donc, il n'y a pas... À aucun moment, il y a une restriction de liberté pour cette personne. Là, pour le coup, il n'a pas été contredit. Non. En plus. Et donc, il faut resituer le débat. Donc, ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de domination, de privilège, de redéfinir ensemble ce qu'on veut aujourd'hui que ce soit la France. Exactement, et c'est ça en fait la question de... Je veux dire, à ce jour en France, personne n'a jamais eu de problème, à part Jean-Paul Guerlain, effectivement, on se souvient, c'était en 2010, il avait prononcé ce mot, mais en fait il a été condamné sur France 2 face à Élise Lucet qui avait réagi de manière très étrange en rigolant, mais je pense qu'elle avait été déstabilisée par le propos qui était vraiment violemment raciste. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça... Et lui, il avait été condamné, mais parce que l'ensemble de sa phrase était raciste. C'est-à-dire qu'il employait cette vieille expression en disant « pour une fois, j'ai travaillé comme un nègre ». Après, il a dit « je sais pas trop s'ils ont déjà travaillé ». Et ça, quand on connaît l'histoire de France, on a envie de se dire, t'es pas au courant en fait de ces 4 siècles où ils ont travaillé gratuitement. Certainement, il était au courant. C'est ça. D'autant plus qu'il me semble qu'il avait été condamné pour avoir fait travailler des sans-papiers à Mayotte pour fabriquer ses parfums. Donc, il est très au courant de la situation catastrophique des personnes noires dans le monde, du travail. Du coup, il avait été condamné parce que l'ensemble de sa phrase était raciste. Mais on a déjà un précédent où effectivement une personne a été condamnée. Guerlain s'est séparé de lui à l'époque. Mais globalement, les propos racistes ne sont pas très coûteux socialement en France. Il est très rare que des gens soient mis au banc de la société on pense par exemple à cet homme Emmanuel de Chypre qui avait tenu des propos racistes pendant le confinement alors que des personnes chinoises commémoraient en fait leur mort en public et il avait dit en off ils enterrent des Pokémon. Et ce monsieur a une nouvelle émission. Voilà, à la rentrée, il a une émission qu'il n'avait pas avant. On les récompense, en fait. C'est ça. On les promeut. Voilà, et on a un délinquant multirécidiviste qui est sur CNews, de manière régulière. Donc les conséquences sont très, très faibles. Il
Il y a une question que je me pose également, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'on continue de se réfugier derrière des figures comme celle d'Aimé Césaire, par exemple, pour justement se défendre de toute idée raciste en employant ce genre de terme. On a vu d'ailleurs Sarkozy le faire lui-même régulièrement. Pourquoi est-ce qu'on continue encore de se servir de ça comme parabole, alors qu'on sait que c'est un travestissement de leur pensée réelle? Je pense que c'est la stratégie de l'ami noir. C'est-à-dire que là, on la transpose au champ littéraire, mais c'est ça. Et en fait, c'est vraiment de les invoquer avec une grande inculture. Parce que la question de la négritude, c'est vraiment d'utiliser ce terme-là, qui est reconnu comme raciste, pour en faire quelque chose de noble et de nature, en fait, à ce que les gens qui insultent les personnes noires voient leur pouvoir de nuisance complètement éradiqué par cette réappropriation. Et c'est ce que fait, par exemple, le mouvement queer, en adoptant un mot qui, initialement, était un mot homophobe, qui était un mot extrêmement violent. Et puis après, ce que je trouve intéressant aussi, là, je vais prendre une analogie que j'aime beaucoup de Francesca Ramsey, qui est une journaliste, youtubeuse américaine. En fait, elle expliquait pourquoi ce mot était problématique et pourquoi certaines personnes blanches, en fait, disaient « mais oui, mais si les Noirs le font dans le rap, etc., pourquoi j'ai pas le droit de le faire ?» En gros, elle expliquait que, par exemple, sur les terrains de foot aux États-Unis, de football américain, souvent les joueurs, lorsqu'ils étaient contents, etc., ils se touchaient les parties intimes entre eux dans une espèce d'effusion. Qu'ils le fassent entre eux, c'est super, mais si quelqu'un d'extérieur vient et se met à leur mettre la main au panier, je pense que tout le monde va se dire qu'il y a un petit problème. Voilà, donc là, il y a une connivence en fait d'un groupe qui opère sur son propre corps en fait des pratiques qui socialement seraient pas inacceptables en dehors de ce contexte très précis. Et je pense que quand on a fait cette analogie-là, on comprend bien pour quelle raison une personne n'a pas vocation à venir. C'est comme quand des femmes se réapproprient le terme en anglais de bitch. Si un mec vient traiter une femme de salope, on voit bien qu'il y a un problème. C'est pas possible de le faire en fait s'il n'est pas partie prenante de ce groupe. Il y a vraiment une relation de proximité qui est importante dans ce mot. Moi, je fais toujours l'analogie par rapport à mes enfants. Tu sais, c'est que si je dis de mon fils, putain, c'est pas possible là, ça va pas du tout, mais il est vraiment chiant. Ouais. Ça passe. Si l'un de vous me dit, putain, mais ton fils là, il est vraiment chiant, je pense que je vais pas le prendre de la même manière. Mais vraiment parce qu'il y a une relation très forte à ce mot, pour nous décrire en fait. Je pense que c'est une question d'identité. En tout cas. Et que la proximité, et c'est même pas être concerné, je sais pas si c'est concerné, mais moi je vois un lien de proximité. Et en plus, je pense qu'ils jouent, les gens qui disent oui, mais il y a ce mouvement qui s'est réapproprié, donc moi je peux le dire. Je pense qu'il y a aussi une question dans certains groupes, la question n'est peut-être pas complètement déterminée, c'est-à-dire de manière consensuelle. Alors je pense que pour le N-word, pour le mot N, vous êtes plus ou moins là-dessus, mais j'ai déjà entendu des Noirs dire qu'eux-mêmes le disaient pas, parce que c'était quelque chose, et que d'autres disaient, moi ça me dérange pas, si je l'entends, ça me dérange pas. Donc en fait, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très clair pour les gens. Moi, je le sais par rapport à des mots pour les Asiatiques. Donc, il n'y a pas de consensus qui existe. C'est-à-dire que moi, j'aime pas, par exemple, le mot bridé. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres podcasts de Kif Taras. Je trouve que le mot bridé est péjoratif. Donc, quand on me dit « t'as des yeux bridés », j'aime pas. Par contre, je connais plein de gens asiatiques qui disent le mot bridé. Je sais qu'on n'a pas eu de conversation, en fait, collective sur ce mot et qu'il n'est pas déconstruit, qu'il n'est pas... c'est pas socialement non acceptable de le dire, si tu veux, quoi. Et donc, c'est en cours. C'est en cours, j'aimerais dire c'est en cours et qu'on est en train de se l'expliquer, de se dire mais est-ce que oui ou non. Et donc, du coup, dans l'intervalle, je ne sais pas quelle est la réaction que je peux accepter des autres. Ce qui est fou, c'est que, et on en discutait en préparant cette émission ensemble, notamment avec toi, Grace, c'est le nombre de mots qui participent de cette violence symbolique, parfois de manière totalement, quasiment invisible, c'est-à-dire quand on ne le sait pas, on ne s'en rend même pas compte, c'est-à-dire qu'il y en a énormément en fait dans la langue française. Il y a vraiment la domination se ressent dans le langage, que le langage reflète notre société, reflète nos rapports, et par rapport à l'Asie spécifiquement, il y a pour moi tout un vocabulaire qui va encore être connoté de manière négative. Donc par exemple, je parlais du mot bridé pour définir des yeux, alors que la bride, c'est quand même une limitation. Donc, moi, je vois très, très bien. Donc, je vois pas du tout en quoi mes yeux seraient bridés. Le sens premier du mot. Ensuite, il y a cette expression qu'on dit souvent « parler chinois », comme si c'était une manière d'entourlouper des gens. Donc, moi, je parle chinois. Ou d'être incompréhensible aussi. Et voilà. Il y a à la fois le côté incompréhensible et le côté fourberie. C'est deux choses qui rentrent dans la même expression. Et donc, voilà, les gens qui parlent... Moi, je connais plein de gens qui parlent chinois et ils sont tout à fait honnêtes, je voudrais dire. Donc voilà, il y a ça. Les chinoiseries aussi. Les chinoiseries, ces futilités. Et donc ça, c'est un mot qui est dans le dictionnaire pas
pas, c'est un mot soutenu, on va dire. Hein. C'est pas un langage courant. Vulgaire. Oui, voilà. Et, il y a aussi cette expression on dit le Pékin moyen. Alors, c'est une vieille expression aussi. C'est une vieille expression aussi. Et donc, je crois que ça a changé d'orthographe. C'est qu'avant, c'était Pékin, P-E-K-I-N, donc vraiment l'ancienne transcription de Beijing, la capitale de la Chine. Et Pékin, maintenant, c'est P-E-Q-U-I-N. Donc, ça a un peu changé entre-temps, mais ça veut dire le mec lambda, comme s'il y avait une foule de gens. Et c'est assez négatif aussi de dire un Pékin moyen. C'est le côté indifférencié encore qu'on a, l'imagerie des Asiatiques qui sont une masse indifférente. Quoi. Et j'ai appris, donc Rokhaya m'a appris, dans son documentaire « Où sont les Noirs ?», l'étymologie du mot dénigrer. Oui, ça c'est incroyable. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu. Oui, en fait, ça vient du latin, tout simplement, niger, qui veut dire noir. Et en fait, dénigrer, étymologiquement, ça veut dire rendre noir. Donc ça veut dire qu'on considère que quelque chose qui est rendu noir est déprécié. Et c'est vrai que quand on le sait, en fait, on réfléchit à des alternatives, parce que ça veut dire que à partir du moment où c'est le même terme qui a été choisi pour désigner des personnes noires, donc des personnes qui avaient la peau sombre, noire, et ben ça fait sens. Oui. Mais il y a une autre chose que j'ai apprise aussi en étant adulte, c'est le terme de rire jaune. Rire jaune, ça vient en fait les gens qu'on considère comme jaunes, c'est les gens asiatiques, et un rire jaune, c'est un rire qui n'est pas franc. Et encore une fois, on est toujours sur le même registre des chinoiseries, de la duplicité, etc. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est une expression que je n'emploie plus oui, du moi tout. aussi, je dis pas ça, c'est vrai. Parce que je trouve que quand on sait, en fait, effectivement, on a des alternatives, et je me sens pas opprimée parce que... Non, tu n'es pas libre, Rokhaya, de dire ce que tu veux. Hein. Mais si, en fait, elle dit exactement la même chose, mais en utilisant des mots qui lui paraissent plus juste en fait. Et qui permettent de ne pas blesser les gens. Et d'ailleurs, c'est un hommage du coup à cette fameuse richesse de la langue française dont ces gens se vantent en permanence. Bah oui, la preuve, on a plein d'alternatives, c'est la preuve que la langue est très riche. Moi, il y a une autre chose sur laquelle j'aurais voulu qu'on discute un peu, c'est la ligne de défense qu'on a vue apparaître une fois la sortie de Sarkozy faite. J'ai trouvé ça assez instructif de voir pas mal de ses soutiens dire « mais non, il n'est pas raciste ». Alors, on retrouve la théorie de la minoire, parce qu'on nous l'a ressorti aussi, mais c'est aussi « non, c'est le Sarkozy qu'on connaît, il dérape un peu, mais au fond, il n'est pas raciste ». Il y a ce refus de voir que, en fait, si c'est raciste. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on pose toujours sur ces personnes un jugement moral. Moi, je n'ai que faire de savoir si Sarkozy est raciste ou non, s'il est sympa ou méchant. Le fait est qu'il a tenu un propos raciste. Et il y a une différence entre tenir un propos raciste et avoir un jugement de caractère sur une personne. Et à partir du moment où on sépare le jugement moral de la personne, de la qualification, en fait, toute simple de son propos, eh ben, on est dans un autre registre. Parce qu'effectivement, dans ces cas-là, il y a toujours des personnes minorées qui vont dire « mais c'est mon ami, il n'est pas raciste, il m'a donné un ministère de la Justice ». Voilà, donc vous voyez bien que c'est quelqu'un de bien. Donc en fait, ça ne marche pas. Et c'est pas parce que quelqu'un tient un propos raciste à un moment donné qu'il est raciste à chaque instant de sa vie. C'est-à-dire qu'une personne peut tenir un propos raciste et à côté de ça, avoir une relation, être même mariée à une personne qui n'est pas blanche, avoir des enfants qui ne sont pas blancs, etc. Mais le fait est que ce propos, en tant que tel, il est... l'association d'esprit qu'a fait Nicolas Sarkozy de manière automatique entre singe et l'interdiction de prononcer le mot nègre, pour moi, c'est déjà son inconscient a été exposé de manière très très visible. Oui. Et moi, je reviens sur le fait qu'on appelle toujours ça des dérapages ou des bavures. S'agissant de monsieur Nicolas Sarkozy, je pense qu'on peut dire que c'est répétitif. C'est-à-dire que, évidemment, il n'a pas été raciste à chaque moment de sa vie, mais il y a des moments notables de sa vie où il a été raciste. Et donc ça a été, dernièrement, c'est un exemple. On peut aussi citer le discours qu'on appelle le discours de Dakar, où il a dit que l'homme africain ne serait pas entré dans l'histoire. Suffisamment entré dans l'histoire. Suffisamment, pardon. Et qu'il est au rythme des saisons. Voilà. qui laboure des champs, tout un etc. très bel imaginaire déployé. Ou bien encore, à l'époque, du Karcher, alors je ne me rappelle plus exactement, mais... Karcher, c'était à la Courneuve, il a dit, voilà, les racailles, c'était... peut-être que Karcher, c'était à Argenteuil et les racailles à la Courneuve. Je sais que c'était l'un ou l'autre. C'était un peu dans la même dynamique. C'était pendant la campagne. Il y a aussi le discours de Grenoble. Et le discours de Grenoble. Où il a effectivement envisagé que les personnes d'origine rome, en fait, n'étaient pas partie prenante du corps citoyen et voulait
les priver de leur nationalité, en fait. Voilà. Donc c'est pas des bavures, c'est-à-dire qui ont été parsemées dans son parcours. En fait, moi, vraiment, j'ai l'impression que c'est une construction, en fait. C'est-à-dire que c'est le contraire. C'est qu'on fait ça pour encore asseoir un certain pouvoir qu'il pense avoir. Et il utilise ces mots pour continuer à dire ce qu'il voudrait dire. Donc il n'y a pas d'accident de parcours. Là, on est vraiment dans une stratégie, en réalité. Ce que je trouve dérangeant, c'est que c'est systématique, en fait, avec les figures présidentielles. C'est comme Jacques Chirac, avec Le bruit et l'odeur, il a tenu un propos raciste et après tout le monde, récemment, Alain Juppé, dans C'est à vous, a dit que c'était pas raciste, qu'il avait raison, que c'était factuel. Donc les figures présidentielles, dès lors qu'elles sortent de l'exercice du pouvoir, en fait, elles sont sanctifiées. Et Nicolas Sarkozy, je veux dire, la question raciale a été au cœur de son programme. Le ministère de l'Identité nationale et de l'immigration, avec Brice Hortefeux, avec Claude Guéant, avec Éric Besson, c'était, je veux dire, cette question-là de l'identité, elle était au cœur de sa politique et c'était pas de manière inclusive. Donc, et aujourd'hui, maintenant qu'il est plus au pouvoir, on organise en fait une forme d'amnésie collective qui est aussi, dont les médias sont complices. Moi, les gens qui le reçoivent sur un plateau et qui ne lui rappellent pas qu'il a associé immigration, identité nationale, pour moi, ils sont complètement irresponsables. Et dans l'antiracisme, comme dans l'insulte, l'effet se mesure au résultat et pas à l'intention. C'est-à-dire que de me dire, moi, je suis pas raciste... Voilà, et j'ai un ami noir, j'ai une femme asiatique, bref. Comme de la même manière, c'était pas une insulte, mon intention, c'était pas de te blesser. C'est pas l'intention qui compte, c'est le résultat de ce que ça produit sur les personnes qui sont la cible de ces insultes, de ce racisme. Donc, il faut vraiment shifter notre réflexion de la moralité du racisme à les conséquences politiques du racisme. Et d'ailleurs, le droit français reconnaît exactement ce que tu dis, puisque les homicides involontaires peuvent être sanctionnés. C'est-à-dire que si on tue quelqu'un et qu'on l'a pas fait exprès, la personne est quand même morte. Et on peut répondre de son acte devant les tribunaux. Donc ça veut bien dire que c'est pas l'intention qui compte, mais le résultat et le dommage social qu'on a causé. Merci à mes camarades Grassley et Rokhaya Diallo pour cet épisode de Programme B en crossover avec Kif Taras, deux podcasts auxquels vous pouvez et devez vous abonner sur votre appli ou votre plateforme préférée. Cet épisode était réalisé par Mathieu Thévenon, préparé par Lauren Bess. Comme d'habitude, Facebook, Instagram, Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.